Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Psy-Neuropsy, le podcast pour les femmes et pour tous les hommes qui aiment les femmes. Dans ce 3e épisode consacré au cancer du sein, nous entrons dans une étape dont on parle encore trop peu, celle d'après. Après les traitements, après la bataille médicale, après les rendez-vous hebdomadaires. Quand enfin le médecin prononce les mots tant attendus. Vous êtes en rémission. Pourtant, la réalité s'impose alors dans sa complexité. On commence par la reconstruction physique. Si elle n'est pas obligatoire, elle est souvent proposée et rarement refusée par les patientes. C'est encore une démarche médicale, pas toujours simple. La reconstruction, elle est aussi psychologique. Plusieurs mois ou plusieurs années à vivre au rythme des traitements et des évolutions de la maladie, entourée des proches et du monde médical. Et puis soudain, plus rien. Comment aborder cette nouvelle vie ? Dans cet épisode, Géraldine, qui nous accompagne depuis le début de cette série, nous raconte ce moment charnière, la fin des traitements, la reconstruction, la manière dont on réapprend son corps, son couple, ses relations. Et parfois dont on découvre une nouvelle version de soi. Une version fragilisée mais lucide, fatiguée mais déterminée, blessée mais vivante. Vous allez entendre ce que l'on ose rarement dire, que la rémission n'efface pas tout et que la reconstruction est une démarche intime, progressive, unique. Alors Géraldine, nous continuons ensemble. Pouvez-vous nous parler de ce qui s'est passé pour vous en ce qui concerne la reconstruction physique ? Ça fait quand même drôle d'avoir une moitié de sein en fait. J'ai une amie qui elle, a une mastectomie et c'est pas du tout la même chose. Je pense que même psychologiquement, ne plus avoir de sein, c'est pas. Moi, j'ai encore mes seins. Je n'étais pas forcément très féminine. D'ailleurs, j'ai passé la moitié de ma vie à avoir, comme on dit, des œufs au plat. Donc en fait, j'étais pas très. Mais là, c'est pas beau. Même si on n'est pas très féminine, même si on s'en fiche un peu, un trou dans le sein, c'est pas beau, quoi. Et du coup, ils vous ont proposé quelque chose pour vous aider à ce niveau-là ? Oui, alors ils font une reconstruction. Donc ça existe aussi pour la tumérectomie. Et c'est là que ça devient compliqué, parce que moi j'ai fait la tumérectomie et ça s'est pas bien passé. En fait, ils prennent notre propre graisse qui réinjectent dans le sein. Bon, déjà, il faut retourner à l'hôpital, il faut refaire, c'est déjà... C'est encore du médical. Voilà, il faut repartir, je repars. Et là, ça se passe pas bien, je fais une nécrose. Et là, franchement, c'était dur. Ça, c'était à quel moment ? C'est 2 ans là. Et là, vraiment, ça a été dur parce que moi, je l'ai fait dans le sens où, pour moi, c'était important de dire, je peux rester comme ça. Mais le faire, ça veut dire on ferme la porte. C'est le dernier traitement, avant la fin des médicaments, mais bon, c'est quand même le dernier traitement, et après, c'est fini. Et on ferme une porte et on passe à autre chose. Et puis ça se voit plus. Puis ça se voit plus. Et là, donc, je me retrouve. Alors là, en plus, il faut faire un rééquilibrage des seins. Donc, pour le coup, ils opèrent aussi le sein où il n'y avait rien pour le rééquilibrer par rapport à l'autre. Donc là, je me retrouve avec une cicatrice sur le sein gauche et un sein droit. Alors là, ça a été terrible parce que c'est douloureux. Psychologiquement, ça m'a vraiment atteinte en fait. Parce que c'était dur. C'était très dur. C'était vraiment très dur. C'est très dur psychologiquement, c'est très dur à avoir une nécrose du sein. Au niveau odeur, c'est très compliqué. Oui, c'est votre propre corps qui Ouais. qui vous rejette. Enfin, c'est un rejet de votre corps. C'est ça. Donc c'est effectivement c'est assez violent. Et puis alors après, du coup, derrière ça, j'ai encore subi 3 mois de traitement. Parce que pour soigner une nécrose, en fait, il faut faire des méchages. On rentre, je sais plus, c'est des trucs énormes, en fait. Qui est douloureux aussi. Bah, c'est pas agréable. Mm. Douloureux, j'irai pas jusque-là, mais c'est franchement pas agréable. Et c'est très très long jusqu'à la cicatrisation. J'ai été opérée fin août et j'ai eu les pansements jusqu'à Noël. En fait, de fermer la porte, Ça l'a un peu rouverte. bah, elle était rouverte. En plus, ce qui a été dur, c'est que, alors, je n'y ai pas pensé, c'est vrai, mais moi, on m'a pas dit que ça pouvait arriver. Oui. Donc là, il y a un manquement pour moi déontologique, parce qu'on doit donner aussi ce qui Oui, ce qui peut arriver. ce qui peut arriver, parce que moi, j'ai pas compris ce qui m'arrivait, hein, sur le coup.
Oui, pour vous, en fait, on vous a présenté ça comme une solution qui était 100% C'est ça. fiable et il n'y avait pas de souci. Et à ce moment-là, mais bah, j'avoue, hein, j'aurais dû demander, en vrai, hein, s'il pouvait y avoir des problèmes derrière. Mais nous, on est tellement fatigués qu'en fait, on prend les choses comme elles viennent, hein, en fait. Et il y a un moment, le cerveau, il pose plus de questions, en fait. On Oui, oui, avance. oui, on y va. On On y y va, on va. avance. Et là, c'était une grosse claque, là. C'est à ce moment-là que ça a été compliqué psychologiquement, en fait. Là, je suis vraiment tombée, en fait. C'est à ce moment-là que finalement toute la charge Bah là, psychologique, voilà, c'était c'est trop. devenu la goutte d'eau en C'est plus ça, de tout le c'est reste. l'Himalaya, là. Faut se remettre de ça. Alors déjà que j'avais du mal physiquement à remonter. Physiquement, je parle, hein, Oui, puisque oui. Vous étiez encore sous bah oui. hormonothérapie. Justement, l'idée, c'est de parler un petit peu des soutiens, de ce qui vous a aidé, de ce qui a été peut-être plus compliqué. On a dit l'entourage. Donc, l'entourage a été là durant toutes ces années et a tout compris, tout suivi avec vous. Oui, oui, ils ont toujours été autour de moi. Après, maintenant, dire que ils ont tout suivi jusqu'au bout, pas tous. Par exemple, justement, ce qui vous est arrivé à la fin, le fait de vouloir faire une reconstruction et que ça se passe mal, est-ce que ça a été quelque chose qui a été compris? Ça, oui. Ça, oui? Oui, oui. D'accord. Sur les coups durs, ils sont toujours là. Et l'hormonothérapie, tout ce qui était difficile Bah là-dedans? non, parce que c'est long, en fait. Et je dis pas qu'ils sont pas là, mais c'est long pour tout le monde. Hmm. Mais qu'au bout d'un moment, tout le monde a un peu sa vie. Oui, ça fait partie, ça devient normal. Est-ce que le regard des autres a changé sur vous? Non, je crois pas. Est-ce qu'il y a eu des gestes ou des phrases qui vous ont particulièrement aidé, dont vous vous souvenez et vous vous dites, voilà, ça, à ce moment-là, ça a été vraiment une phrase ou un geste qui était important pour moi? J'ai pas souvenir. D'accord, donc c'était plus quelque chose de général, pas quelque chose de particulier. Ouais. Est-ce que, au contraire, il y a des mots, des phrases ou un positionnement qui vous ont particulièrement blessé? Bah, j'ai pas souvenir non plus. Ok. Vous parlez de l'accompagnement psychologique, si j'ai bien compris, vous ne l'avez pas recherché durant toute cette période-là. Alors moi, c'était un peu particulier parce que on a fait quelque chose qui est pas vraiment dans l'ordre des choses, en fait. J'ai une amie qui est psychologue D'accord. et comme ça allait pendant tout le temps, ça allait. Par contre, elle a été là. On a quand même fait quelque chose toutes les semaines. Oui, donc elle a été là, c'était une amie, mais qui se servait de son métier C'est ça. Elle m'a beaucoup aidée. pour vous aider. D'accord. Mais après, voilà, on n'était pas dans les Vous clous, n'étiez pas dans un mais cadre en de même suivi. temps, Ça vous a aidé. ah oui, complètement. Mhm. Oui, oui, ça vous a aidé, mais on ne peut pas dire qu'elle était là en posture de psychologue complètement. Voilà, on peut pas dire, voilà, c'était pas très déontologique tout ça, mais on l'a fait et c'était bien. Ça vous a aidé, c'est Et ça m'a l'essentiel. beaucoup aidé, heureusement qu'elle était là. Si vous deviez résumer cette période en un mot, ce serait lequel? C'est long. Vraiment, c'est long. Quel conseil vous donneriez aux femmes qui traversent actuellement cette période? Qu'est-ce que vous leur diriez? Bah, faut être patient, ça c'est sûr. Et je pense vraiment de parler avec quelqu'un, en fait. Après, je sais pas, je dis, Un psychologue, vous voulez dire? bah oui, je pense que c'est bien. Je ne vais pas vous dire le contraire. Même si on a l'impression que ça va bien, je pense que c'est bien. Je pense que le soutien psychologique, il est très différent. C'est vous le disiez, vous aviez un soutien familial, amical qui était vraiment là, un maillage qui était important, et ça, rien ne le remplace. Mais c'est vrai que la posture du psychologue sera différente, et quand effectivement il y a une bonne alliance thérapeutique, le patient va pouvoir dire des choses différemment, C'est ça. va avoir en face une lecture qui sera forcément différente, puisque nous, on a une formation qui nous amène à nous positionner différemment. Et donc, c'est ça qui va aider. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui traversent toute cette période sans venir nous voir, et c'est un choix. En ce qui me concerne, j'ai eu 5 traitements différents. Il en manquait un. Et il faudrait, pour moi, ça devrait faire partie du traitement, en vrai. Effectivement, je suis complètement d'accord avec vous, parce que je pense que la façon dont on se sent psychologiquement va aussi avoir une incidence sur la façon dont on va aborder les traitements, la vie d'une manière générale, hein. Donc, Et c'est totalement différent, en fait, de voir une famille qui soutient, mais la compréhension n'est pas la même. Même s'ils sont là, comprendre ce qui se passe vraiment dans notre corps, c'est
pas facile. Je pense que le soutien de la famille ou des amis, il est affectif. Ce sont des gens qui vont vous amener de l'amour, de l'affection, un regard bienveillant, une main, un câlin, enfin voilà, des tas de choses qui sont de cet ordre-là, que nous, psychologues, on ne vous amènera pas. Évidemment, il y a un lien, mais on n'a pas ce lien-là avec le patient. En revanche, ce qu'on va vous amener, c'est une possibilité d'exprimer tout ce que vous avez à exprimer et aussi un travail sur l'acceptation notamment et aussi sur le fait d'arriver à s'accepter soi, d'arriver à accepter la maladie, d'arriver à se positionner autrement, d'arriver à avoir le droit d'accepter ses émotions quelles qu'elles soient, etc., etc. Et ça, c'est pas quelque chose que l'entourage peut faire parce que ça n'appartient pas à l'entourage. Donc chacun a sa place. Et c'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure, je crois que c'est très important, tout ce qui est traitement, tout ce qui est le soutien médical, évidemment, il n'y a pas de question là-dessus. Le soutien psychologique donné par un psychologue, c'est très particulier. Le soutien affectif donné par les amis et la famille, c'est indispensable aussi. Et tout ce qui va être le soutien des associations avec les activités qui seront adaptées, c'est aussi très important. Donc c'est l'ensemble de tout ça qui permet effectivement d'avoir le meilleur suivi et je pense d'être le plus... de traverser cette période le moins mal possible, en fait, parce que c'est quand même le but. Quel conseil vous donneriez à l'entourage d'une femme qui traverserait cette période? D'être là, d'être présent. J'ai quasiment fait aucune chimio seule. À tour de rôle, ils m'ont accompagnée. Ah ouais, c'est chouette. Ça. Ouais, et franchement, c'était chouette. J'ai même mis une photo de la dernière avec mon fils. Oui, donc ça veut dire que voilà, ils sont vraiment impliqués quand même. Oui, c'était juste avant le Covid. Ah oui, après, et là, ça a été aussi une autre paire de manches. Et qu'après, là, par contre, je me suis vraiment retrouvée toute seule. Ouais, je crois que je suis allée une seule fois, une fois ou deux seule. Sinon, j'ai toujours été accompagnée. Donc, moi, je trouve que c'est un message qui est important, tant pour l'entourage, c'est-à-dire que effectivement, n'hésitez pas à vous impliquer, à être disponible, à donner de votre temps aussi. Et c'est aussi un message pour les personnes qui souffrent. Laissez de la place à votre entourage pour qu'il puisse être présent aussi. Donc, c'est un message pour les deux, je crois. Ouais. J'aimerais que vous nous parliez de l'après-traitement et de ce qui se passe quand on vous dit c'est fini, tous les traitements sont terminés. Qu'est-ce qui se passe en vous à ce moment-là? Alors c'est chouette, quand même. Il faut quand même commencer par là. C'est une bonne nouvelle. Après, là, ça retombe en fait. C'est que d'un coup, on est seul. Alors on parle jamais de guérison dans un cancer. On parle de rémission. Rémission. En sachant que à tout moment, il peut y avoir une récidive. J'espère, on a fait tout le traitement qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de récidive. Il y a un petit chiffre quand même, en ce qui me concerne, 15 à 20%. C'est pas 2%, 15-20%. Même si on ne veut pas y penser, on y pense. C'est toujours un petit peu là. Ouais, c'est quand même toujours un petit peu derrière. On a été chouchoutés pendant 5 ans, en vrai. Quand on est pris en charge, à la Cassagne, ou à Marseille, ou à Gustavon aussi, c'est quand même des énormes centres qui prennent tout en charge. Vraiment, ils prennent les rendez-vous pour vous, ils vous disent vous venez tel jour, on prend des taxis, on signe un papier, tout est pris en... Et là, d'un coup, en fait, ce jour-là, tout s'arrête. Tout s'arrête, en fait. Ce que je trouve vraiment super percutant dans ce que vous dites, c'est que au fond, un jour, on vous pose un diagnostic et votre vie telle que vous la viviez, elle s'arrête, ça change. Vous rentrez dans un protocole médicalisé où votre corps est quand même très objectivé, où l'idée c'est de se battre contre la maladie. Et ça dure. 5 ans, c'est très très long dans une vie. Donc durant 5 ans, au fond, tout est centré autour de ça. Et comme vous le dites, vous allez être prise en charge à un pourcentage très élevé et faire ce qu'on vous demande de faire au moment où on vous demande de le faire, puisque c'est destiné à vous sauver. Et du jour au lendemain, de nouveau, c'est comme s'il y avait de nouveau un autre couperet, même si c'est un couperet effectivement positif, mais un autre couperet tombe. Et du coup là, toute cette vie de 5 ans s'arrête et il y a quelque chose qui redémarre autrement. Mais ça peut pas redémarrer, j'imagine, comme avant. Non. Donc ça doit redémarrer d'une autre façon. C'est ça l'idée? Oui. Parce que 5 ans, c'est effectivement long. On a fait comme on pouvait avec l'énergie qu'on avait. Mais en même temps, on a aussi vieilli, ce qui n'est pas rien. L'énergie, c'est pas la même. Il faut s'en remettre. Mais d'un coup, on est seul, en fait. Oui, cette solitude, elle est difficile. Oui, quand même. Enfin, au niveau médical, hein, je parle. Oui. C'est un phénomène sociétal, mais c'est que moi, d'un coup, je me suis retrouvée sans médecin.
Parce qu'entre-temps, le mien est parti à la retraite, donc je n'ai plus de médecin traitant. J'arrive à en trouver un, ce qui est compliqué, hein, qui me dit pas que 6 mois après, il prend sa retraite. Et là, j'en ai trouvé un qui va pas rester. Une fois que c'est terminé, il faut retourner vers son médecin traitant. Ma mammographie, l'échographie, il me faut une ordonnance. Donc il faut que je trouve un médecin qui me fasse une ordonnance. Mais il faut que je recommence toute mon histoire. C'est fatigant, quoi, de tout recommencer à chaque fois. C'est compliqué en ce moment, je trouve. C'est compliqué d'avoir, finalement, vous passez d'un moment où vous avez énormément d'interlocuteurs, beaucoup de médecins, infirmiers, etc. autour de vous, à un moment donné où il n'y a plus d'interlocuteurs. Voilà, il n'y a plus personne, en fait. Il y a tellement d'effets secondaires sur tous ces traitements qu'il y a tout qui déraille, en fait. Moi, je vais voir tous les médecins qu'il faut dès que je sens qu'il y a un truc qui va pas bien. Mais en fait, on n'a pas c'est pas centralisé. C'est vous qui devez le faire. C'est vous qui devez vous dire ça va pas. Mes yeux, ils vont pas bien, je vais y aller. Mes oreilles sont pas bien, je vais y aller. Et sans que vous sachiez si, au fond, vos yeux, vos oreilles, ça a un lien direct avec ce que vous avez vécu ou si c'est quelque chose d'indépendant. Alors, ça aide pas. Ça, vous le savez parce que vous êtes infirmière ou on vous l'a dit? Les deux. D'accord, on vous l'a dit quand même. Oui, on sait très bien que les traitements, ça joue sur beaucoup de choses. Les chimiothérapies, ça nous sauve la vie. Ça entraîne beaucoup d'effets secondaires. Aujourd'hui, vous en avez encore beaucoup, donc il y a effectivement votre vue qui a baissé. Vous avez moins d'audition, c'est ça aussi? Oui, alors ça, par contre, je suis moins sûre. Ça, je pense que c'était déjà avant. Donc, non, la vue, la mémoire, alors beaucoup, la mémoire. Oui, les traitements jouent sur la mémoire. Oui. Ça peut être intéressant, éventuellement, de faire des bilans neuropsychologiques. Alors bon, je le dis parce que je suis neuropsychologue. Ça peut être intéressant de faire un bilan de mémoire, peut-être pas un bilan hyper compliqué, mais qui va donner effectivement une ligne de base, c'est-à-dire voir où vous en êtes et éventuellement voir comment ça peut progresser. Et aussi, ça permet aux neuropsychologues de vous indiquer des choses à faire pour retravailler votre mémoire. Le temps du traitement aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, vous êtes moins actif parce qu'il y a la fatigue, comme on l'a dit, il y a les traitements qui sont présents. Donc, le cerveau est beaucoup pris par tout ça et peut-être moins actif sur d'autres choses. Et après, comme on le disait, il faut recommencer une vie différente. Et le neuropsychologue, avec le bilan, peut aussi aider à mettre en place des choses qui vont remettre en mouvement votre mémoire, remettre en mouvement votre attention, parce que j'imagine aussi au niveau attentionnel, ça peut être important. Donc tout ce qui est cognitif, après c'est le neuropsychologue, mais c'est sûr quand les médecins, enfin on le dit jamais ça, donc à quelque niveau que ce soit. Moi je me suis débrouillée toute seule, ça par contre. Vous avez travaillé votre mémoire vous-même, c'est ça? J'ai trouvé en fait, parce que dans certains centres, comme à Bordeaux, là ils font des choses. C'était en même temps que le Covid, ils l'ont ouvert en visioconférence. Ah, super. Et du coup, j'ai pu faire rentrer dans le protocole pour faire des exercices, un peu comme une kiné en fait. C'est-à-dire que en même temps, si vous voulez, ce qui est important, c'est que vous comparez, ça dépend à quoi vous comparez. C'est-à-dire si vous comparez à il y a 5 ans, comme vous le disiez, il s'est aussi passé 5 ans. La période que vous évoquez dans votre vie à vous, c'est un peu la double peine si je puis dire, parce que comme vous le dites, il y a la ménopause qui est aussi jouée et qui malheureusement joue aussi sur la mémoire chez la plupart des femmes. Donc savoir ce qui est dû à la ménopause, savoir ce qui est dû au traitement. Bon, après, au fond, vous vous en moquez. Ce qui est important, c'est que vous, votre mémoire fonctionne le mieux possible. Mais ça veut dire qu'effectivement, il faut peut-être une intervention un peu plus longue que ce que vous avez eu comme protocole et continuer à vraiment pas mal stimuler de manière extrêmement variable, c'est-à-dire avec des supports différents, avec des activités différentes, etc., etc. Et c'est ça qui va aider à ce que, alors, non pas ça reprenne comme avant, parce que il faut pas comparer à avant, mais en tout cas, essayer d'optimiser ce qui existe aujourd'hui. Voilà, c'est plus de ça dont il s'agit. Donc en fait, malgré tout, au moment où on vous dit, bon bah là, tout est terminé, tout n'est pas terminé pour vous. C'est-à-dire que vous avez encore des effets secondaires. Ça, c'est important aussi que les gens le sachent. Je suis très très fatiguée en fait. Effectivement, les 5 ans où le corps il est malmené, honnêtement, moi, dans mon optimisme, je me suis dit, le jour où j'arrête les médicaments, demain ça va mieux. Et en fait, non, quoi. Non, parce que je pense que j'ai accumulé 5 ans de fatigue qui ne reviennent pas. Si j'arrivais à retrouver peut-être un bon sommeil, j'ai toujours eu des problèmes d'insomnie depuis très jeune. Donc c'est pas que le traitement qui a fait que j'ai moins dormi. Mais par contre, le fait de ne pas dormir, ça aide pas à récupérer. Donc ça veut quand même dire aussi, ça c'est important, qu'une fois qu'on vous dit, bon bah voilà, merci, au revoir, vous êtes en rémission, c'est une bonne nouvelle, allez sabrer le champagne, etc., etc., c'est effectivement, vous le dites, une très bonne nouvelle, mais il n'en demeure pas moins que votre vie a changé et que restent des traces assez fortes de ce que vous avez vécu durant 5 ans et qu'il faut vivre avec. Oui. Et cette fois-ci, il faut vivre avec et les affronter seul. C'est ça. Ce qui rend les choses bien plus difficiles. Ouais. Enfin, plus difficiles.
c'est une difficulté différente, mais en tout cas qui les rend difficiles. Ouais. Comment vous avez géré ce mélange de soulagement et d'inquiétude et de lourdeur? Comment vous le gérez, ça? Je crois que je n'arrive pas à le gérer, en fait. C'est exactement ça, là, en ce moment, c'est que je n'arrive pas à le gérer. Je voudrais refaire les choses comme, bon, peut-être avec moins de facilité, mais quand même, comme je faisais avant, et j'y arrive pas. Donc il y a toujours cette référence à avant, en fait. Bah quand même, on aimerait bien avoir cette énergie, en fait. Et Qui quand dit j'étais beaucoup, oui. très, très énergique, bah, c'est difficile pour moi. En fait, c'est difficile pour moi d'accepter. Il faudrait que j'accepte que je ne retrouverai pas mon niveau d'énergie que j'avais auparavant. La comparaison avec avant, elle peut pas exister. Parce que il s'est passé ce qui s'est passé durant 5 années et que votre corps il a subi beaucoup de choses et que ces choses-là elles sont présentes et puis il y a 5 ans qui se sont écoulés de toute façon. On ne peut pas revenir à ce qu'on était 5 ans auparavant. En revanche, ce qui me semble hyper important, c'est d'arriver à trouver ce qu'est votre équilibre aujourd'hui, peut-être pas avec le même niveau d'énergie que ce que vous aviez, mais avec un niveau d'énergie qui vous permette de faire des choses et donc de travailler là-dessus. Mais ça veut dire, c'est ce que on disait juste précédemment, que même quand on vous dit vous êtes en rémission, il y a encore des choses à travailler. Ça veut dire que du coup, forcément, vous êtes encore en lien plus ou moins avec le monde médical, puisqu'on parlait du sommeil. Si vous voulez travailler sur votre sommeil, il faut être en lien avec des gens qui vont vous aider à travailler sur le sommeil. On parlait des émotions, il faut être en lien avec des personnes qui vous aident au niveau émotionnel, donc plutôt des psychologues. Donc ça veut quand même dire que malgré tout, même quand on vous annonce que vous êtes en rémission, il y a encore effectivement des démarches à faire. C'est ça, qu'il faut continuer à se battre. Et cette fois-ci, dans ces batailles-là, une nouvelle fois, on a beaucoup parlé de votre entourage. Votre entourage est là ou pour eux c'est pareil, on a dit rémission, donc on n'en parle plus et tout va bien? Je pense que c'est plus difficile pour eux de le comprendre maintenant. Alors ils sont pas tous pareils, pas tous au même niveau. Il y en a qui comprennent mieux que d'autres. Mais oui, parce que là c'est intérieur, ça se voit pas physiquement. Oui, donc c'est pas quelque chose qui est palpable et du coup, C'est ça. comme à chaque fois qu'on a quelque chose d'invisible, les personnes ont l'impression que ça n'existe pas. C'est plus compliqué à entendre en fait, je pense. Et vous arrivez à l'expliquer quand même ou c'est difficile aussi pour vous à expliquer? Non, là c'est difficile à expliquer là maintenant. Parce qu'il faut déjà que j'accepte moi pour pouvoir en parler. Parce que mon mari il comprend, mais entre le comprendre et puis être dans la vie de tous les jours, je pense que c'est plus difficile aussi. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui est difficile pour lui ou pour vos enfants à comprendre? Qu'est-ce qui est le plus difficile à comprendre? Je sais pas, mais moi juste, il me manque l'énergie en fait pour faire les choses. Prendre la voiture pour aller prendre le train pour partir, c'est déjà une démarche compliquée pour moi. Et forcément, c'est difficile pour les personnes autour de comprendre à quel point c'est compliqué. C'est ça. Même pour vous, c'est peut-être difficile de vous dire, mais pourquoi quelque chose d'aussi naturel et simple est aussi difficile? Donc oui, ce que vous disiez est vrai, c'est-à-dire que la première des choses, c'est qu'il faut que vous admettiez, vous acceptiez que c'est difficile pour vous, pour pouvoir, dans un second temps, arriver à le transmettre à d'autres personnes. Ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez que cette épreuve, elle vous a apporté quoi? Qu'est-ce qu'elle vous a appris sur vous, cette épreuve, ces 5 ans passés à vous battre? Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous? Ce serait pas positif, je dirais là. Ce serait plutôt... je suis pas aussi forte que je croyais que j'étais. Pourtant, vous avez eu la force de traverser tout ça avec optimisme, comme vous le disiez. Oui, mais c'est dur. Et c'est difficile pour vous d'admettre que quelque chose est dur? Oui, là quand même. En même temps, vous le dites. Enfin, moi, je trouve que vous avez la force, justement, de le dire là, de dire c'est dur. Ouais. C'est dur tout ce que j'ai vécu, c'est dur ce que je vis aujourd'hui encore. Oui, c'est ça, vraiment c'est dur en fait. De quoi vous auriez besoin aujourd'hui? De quelle aide particulière vous auriez besoin? En étant terre à terre, une aide physique, parce que je suis submergée partout, donc c'est pareil, selon les moyens, on n'a pas tous les moyens d'avoir une femme de ménage. Je pense que ça c'est important. Parce que là, aujourd'hui, par exemple, quand on est malade, c'est 2 heures par semaine. En fonction des moyens, c'est environ 2 heures par semaine. Je ne l'ai jamais fait, moi, parce qu'ils étaient présents. Ils m'ont dit non, mais on est là. Alors, c'est vrai qu'ils étaient... Je pense que là, j'ai raté quelque chose. Parce que c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup aidé. Ils sont venus, ils ont fait le ménage, ils m'ont aidé, hein. Mais je pense qu'avoir une personne extérieure qui fait 2 heures en dehors de la famille, ça aurait été bien aussi. Oui, ça aurait été une habitude de poser et qui aurait pu continuer, alors que là, aujourd'hui, vous avez plus de mal à dire... Alors maintenant, on se dit, tu vas beaucoup mieux, tu es plus malade, et tu n'arrives pas à faire ça en fait. Logiquement, tout le monde pense que vous êtes censé le faire, alors que vous savez que vous n'avez pas la force pour le faire. Et d'un autre côté, ça paraît moins légitime de faire appel à quelqu'un d'extérieur. Exactement. Oui, donc c'est le regard des autres et le fait de ne pas comprendre qu'on vous a dit que vous étiez en rémission, mais ça ne veut pas dire que tout va bien. Il y a une différence. En fait, c'est ça peut-être, vraiment, c'est d'arriver
derrière, à savoir ce qu'on met derrière ce mot rémission, parce que c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose en fin de compte. C'est ça. Et dans ce que vous nous dites et qui est super important, c'est derrière le mot rémission, il y a une réalité qui est très complexe en fait. C'est marrant parce que je le savais, je l'avais déjà entendu, hein. Mais en fait, entre le savoir et le vivre, c'est pas pareil. Je le savais en direct, puisque je connais des gens à qui c'est déjà arrivé, que la fin c'était difficile, que d'un coup de plus avoir de médecin c'est compliqué, et puis que ça s'arrête pas du jour au lendemain en fait, la fatigue. Enfin, d'un coup c'est pas miraculeux. Le mot rémission, ça veut pas dire demain c'est la bamboula. Non, en fait. Et le vivre, du coup, c'est compliqué. Aujourd'hui, encore une fois, puisque un des buts de ce podcast, c'est aussi d'aider les personnes qui écoutent. Une femme qui reçoit, effectivement, qui va voir son médecin lui dit « ça y est, vous êtes en rémission », vous lui conseilleriez d'entendre ça comment ? Quand même comme une victoire, puisque ça reste une victoire sur la maladie, mais je pense de continuer de se faire aider. Je pense que ça c'est important. Peut-être aller voir des associations, là, comme on parlait tout à l'heure. Là. D'aller voir des associations, de continuer éventuellement ou de commencer un suivi psychologique. Ouais. Et à l'entourage aussi, qu'est-ce que vous diriez à l'entourage ? De continuer de prendre soin, parce que c'est pas fini. Oui, c'est que ce mot-là ne veut pas dire que c'est terminé. Non. Derrière ce mot-là, il y avait aussi malheureusement un pourcentage, et pour vous non négligeable, de récidive. C'est pareil, qu'est-ce qui peut aider à accepter que ça fasse partie de la rémission ? Ça c'est dur. Non, pour moi c'est quelque chose qui est... Là c'est encore trop frais en fait. C'est vraiment un mot que je mets... Qui terrorise ? Ouais, j'ai vraiment peur. Parce qu'en fait, si je me dis... Oh, non, c'est trop frais, 5 ans derrière, mais je ne peux pas repartir sur la même chose en fait. Psychologiquement, ça serait terrible. Alors je sais que, parce qu'au fond de moi, j'ai toujours ce truc de je vais me battre, mais quand même. Franchement, là, ce serait... Parce que là, je saurais à quoi m'attendre. C'est vraiment un truc que je mets au fond du placard, en fait. Là. Vous avez une conscience rationnelle du fait que c'est quelque chose qui existe, mais au fond, vous vous dites, voilà, je ne veux pas le voir. J'ai quand même tout fait pour que ça n'arrive pas. Parce que moi, j'ai été obéissante, vraiment. J'ai suivi tous les traitements, j'ai tout fait jusqu'au bout. J'ai mis toutes les chances de mon côté. Aujourd'hui, vous êtes en rémission. Aujourd'hui, les choses vont de mieux en mieux. Oui, et puis ça continue de progresser. Vous voulez dire la médecine ? Ah bah oui. On sent que vous avez une grande confiance en la médecine, ces progrès, oui. Et ça vous a aidé aussi à traverser toutes ces épreuves, le fait de faire confiance. Ouais. Déjà, on a un système médical en France qu'on peut bénir. Oui, là, ils ont fait même un progrès énorme maintenant. Là. Enfin, c'est encore en essai thérapeutique, la prise de sang justement pour les récidives. Alors, c'est pas encore pour tous les cancers, mais pour un certain type de cancer du sein, ils arrivent maintenant, du coup, à faire des prises de sang qui montrent qu'il va y avoir une récidive et faire les traitements avant. Et ça déjà, ça date pas il y a longtemps, hein, ils en ont parlé là dans le mois. C'est fabuleux, en fait. On est un poil en avance. Oui, plus on gagne de temps et plus c'est facile. Ce troisième épisode clôt notre série consacrée au cancer du sein. Et ce que Géraldine nous rappelle avec une honnêteté rare, c'est que la rémission n'est pas la guérison. C'est une immense bonne nouvelle, une étape que l'on espère toutes et tous. Mais ce n'est pas la fin. Géraldine le dit très clairement, la rémission, ce n'est pas miraculeux. Quand les traitements s'arrêtent, les souffrances ne disparaissent pas. Elles deviennent simplement invisibles. Invisibles pour le monde médical qui passe déjà au prochain dossier. Invisibles pour l'entourage qui croit enfin pouvoir souffler. Et c'est là que la solitude commence. On continue à vivre avec des effets secondaires, parfois lourds et persistants. Un corps changé et sensible. La difficulté d'accepter que l'on ne sera plus jamais exactement la personne d'avant. Et cette peur de la récidive, une peur sourde, que le moindre examen réactive. Heureusement, les progrès médicaux continuent. Et il faut le reconnaître, le saluer, le bénir même. Aujourd'hui, des outils comme certaines prises de sang permettent de détecter plus rapidement une éventuelle récidive. C'est une avancée immense. Mais une avancée qui ne retire ni l'angoisse, ni la vulnérabilité, ni le besoin d'être soutenu. Car la rémission n'efface rien, elle transforme. Et celles et ceux qui accompagnent doivent continuer à accompagner, aussi dans cette période-là. Parce que c'est dans l'après que les femmes ont le plus besoin qu'on les voie, qu'on les entende, qu'on les comprenne, sans minimiser, sans presser,
sans refermer trop vite le chapitre. À vous Géraldine, merci. Merci pour votre lumière, votre précision, votre courage et votre sincérité. Merci d'avoir mis des mots sur une réalité que tant de femmes vivent dans le silence. Merci d'avoir accepté de nous emmener jusque dans cette étape fragile, complexe et profondément humaine qu'est la rémission. Et merci à vous toutes et à vous tous pour votre écoute. Prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres. On se retrouve très vite pour une nouvelle thématique dans Psy Neuropsy. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram et TikTok. Et pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé, vous pouvez nous aider et nous le faire savoir en laissant un gentil commentaire ou un like. À bientôt!